Bonjour, donc Sébastien Bellec, je suis kiné en libéral à Saint-Main-le-Grand et également président du pôle de santé de Saint-Main-le-Grand qui représente maintenant une cinquantaine de professionnels regroupés en MSP ou en maison de santé en fait. On nous a conviés à vous présenter en fait l'expérimentation article 70. Donc c'est un vilain mot, hein, article 70, voilà. En d'autres termes, c'est en fait une expérimentation sur l'amélioration des parcours de santé de la personne âgée en risque de perte d'autonomie. Et dans ce cadre, on a mis en place, par l'intermédiaire de Kiné West Prévention, des ateliers permanents équilibrage. Voilà. Alors, un petit focus sur notre dispositif. Donc, c'est issu de la loi de financement de la sécurité sociale de 2012, qui prévoyait en fait des expérimentations sur des nouveaux modes d'organisation des soins, dont l'objectif était d'optimiser les parcours de soins des personnes âgées en risque de perte d'autonomie. Donc, c'est une expérimentation en fait qui s'est étalée sur une période de 5 ans. Là, en fait, on est à la fin en fait de l'expérimentation. Et elle était au départ coportée par le pôle de santé. Enfin, oui, elle a été coportée par le pôle de santé et le centre hospitalier de proximité de Saint-Main-le-Grand. Alors, l'objectif final de cette expérimentation, en fait, c'est de favoriser la continuité du parcours de santé. Donc, au-delà de notre pôle de santé, c'était avec d'autres partenaires qui peuvent être des services de soins à domicile, l'hôpital, les SIAD et le médico-social. Donc voilà, donc, ce qu'il en découle, c'était d'essayer d'avoir une meilleure organisation des soins entre nous, une meilleure collaboration entre les professionnels des différents secteurs. C'était essayer d'obtenir un partage de l'information entre ces professionnels, si possible sécurisé, et c'était influer sur les risques de dénutrition, la iatrogénie, les chutes et la dépression. Alors le contexte, donc on a démarré, on s'est mis autour de la table entre partenaires, entre professionnels. On a mis en place 3 groupes de travail qui en fait ont permis de définir des protocoles et des outils en vue de la mise en œuvre du dispositif. Donc on a essayé de créer un groupe qui a travaillé sur le repérage opportuniste des fragilités des personnes âgées et également de trouver des réponses à ces repérages. C'est là que ça devient intéressant. Un groupe également qui a travaillé sur des programmes de prévention des hospitalisations évitables et un autre qui a travaillé sur la prévention des réhospitalisations avec des patients qui étaient repérés à risque. On a mis en place une fonction de coordination. Donc, Odilana va vous présenter tout à l'heure sa fonction. Et donc, elle est en lien avec l'hôpital, les secteurs médico-social et social. Donc, nous, on l'a nommé, en fait, intitulé gestionnaire de parcours. Le périmètre du dispositif ou de l'expérimentation, c'est les personnes âgées de plus de 75 ans, suivies par les professionnels du pôle de santé de Saint-Main. Voilà. Donc il y a eu 12 expérimentations en France et je crois qu'on doit être 4-5 à avoir fini au bout des 5 ans. Donc voilà, comment ça fonctionne. En fait, donc, les personnes âgées de plus de 75 ans de perte d'autonomie peuvent être repérées. Donc on repère les facteurs de risque. Le professionnel qui repère, alors ça peut être le professionnel, libéral, ça peut être les services de soins à domicile, ça peut être la DMR, voilà. Toutes les personnes qui vont au domicile ou qui côtoient en fait la personne âgée. Donc elles repèrent les facteurs de fragilité. Elles, par une fiche qu'on va vous montrer tout à l'heure, oriente cette fiche vers la gestionnaire de parcours qui, elle, en fait, va gérer le parcours en lien avec le médecin. Elle va aller chercher de l'information à domicile. Enfin, tu vas expliquer mieux que moi ce que tu fais. La fiche de repérage que vous allez voir dans la slide suivante a été élaborée avec tous les professionnels. Alors, on n'est pas rentré dans le débat sur la fragilité. Quel facteur de Fried, facteur de...
Nous, ce qui nous intéresse, c'est de repérer les situations fragiles au domicile ou les facteurs de fragilité pour la personne âgée. Il n'est pas question de l'identifier comme quelqu'un de fragile. C'est juste une petite nuance auquel il faut qu'on soit vigilant. Donc effectivement, mes collègues, aussi bien du médico-social que sanitaire, me font part de leurs observations à domicile à travers cette fiche. Après, je fais soit des visites à domicile, soit je demande à mes collègues infirmiers, médecins, etc., quel est leur avis sur la situation. Éventuellement, on fait une concertation tous ensemble. Une de mes fonctions aussi, c'est d'apporter les éléments des professionnels de santé au médico-social et au social. Je pense aux équipes de l'APA et du conseil départemental qui manquent d'éléments à ce niveau-là, et c'est important qu'on crée des liens avec eux pour qu'ils puissent faire des évaluations où ils prennent en compte vraiment le côté sanitaire. Et j'appuie la coordination clinique dans le cadre soit d'un plan personnalisé de santé, on y reviendra, soit juste dans le cadre d'une concertation où on se met d'accord sur qu'est-ce qu'on va faire. Effectivement, quand on a mis en place le repérage de fragilité, c'était bien, mais qu'est-ce qu'on faisait après? Super. Donc ça nous a amené à beaucoup réfléchir d'emblée sur qu'est-ce qu'on proposait aux personnes âgées de notre territoire, qu'est-ce qu'on pouvait. Et c'est là où, à travers la conférence des financières, on a sollicité Kiné Ouest. Ça, c'est l'outil qu'on utilise pour faire le repérage. Alors, vous ne voyez pas bien. En fait, ce sont des items qui sont assez simples. La personne a-t-elle des aidants? A-t-elle des aidants professionnels, des aidants familiaux? Est-ce que l'habitat est adapté ou pas? Est-ce qu'il y a eu des chutes dans les derniers 3 mois, 6 mois, 1 an? Est-ce qu'il y a, par rapport à l'appétit, enfin on reprend les différents éléments, est-ce qu'il y a des risques iatrogéniques? Est-ce qu'il y a eu des changements de comportement ou des signes de désorientation? Cette fiche-là, elle a été élaborée avec Aude Théodin, qui est médecin gériatre au Centre Bien Vieillir à Rennes, et qui disait en fait ce à quoi il faut qu'on soit vigilant, c'est les changements. C'est-à-dire quelqu'un qui a toujours été un petit peu confus, qui soit toujours confus, mais qui devient confus, c'est là où c'est intéressant de tirer la sonnette d'alarme. Elle peut être à disposition si vous voulez l'avoir de plus. De toute façon, on donnera notre présentation à Kiné Ouest, vous la verrez. On vous la mettra en pièce jointe parce que là, elle n'est pas très lisible. Je reprends la main, donc, puisque c'est l'objet également de la table ronde de cet après-midi. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que je ne pourrai pas être présent parce que je dois rentrer sur sa main. Donc, la place du kinésithérapeute par rapport au repérage, notamment au repérage à domicile ou au cabinet. Donc, on s'est aperçu dans notre expérimentation, on a repris un peu les chiffres, il y a peu de repérage de la part des kinésithérapeutes par rapport aux IDE et aux médecins. En légère augmentation depuis 2 ans, mais ça reste assez faible. En 2018, par exemple, sur un total de 110 repérages, on n'a que 9% des repérages qui ont été réalisés par les kinésithérapeutes, contre 42 pour les médecins généralistes et 28 pour les IDE. Pourquoi? Alors, on s'est posé la question, on n'a pas forcément les réponses. C'est peut-être un manque de sensibilisation, peut-être. C'est un changement de pratique non opéré ou encore incomplet de la part de l'équipe des kinés libéraux du territoire, ou autre. Voilà. Une des raisons qui, moi, me semble en tant que kiné être réaliste, c'est qu'on intervient souvent en deuxième ligne. Souvent, il y a déjà les IDE qui passent au domicile, notamment. Le médecin, lui, il est en première ligne. Les services à domicile sont souvent déjà mis en place. Et également les équipes du médico-social. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est moins actif sur les repérages. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des raisons de repérer, bien au contraire, puisqu'on a quand même une plus-value par rapport à d'autres professionnels. C'est notre expertise, c'est nos champs de compétences, hein, parce que les personnes âgées, on les côtoie quand même tous les jours. C'est notre savoir-faire. Et puis, on est, je dirais, un professionnel ou des professionnels qui interviennent quand même relativement souvent au domicile, contrairement aux médecins qui se rendent de moins en moins au domicile.
Donc voilà, c'était les points que j'aurais évoqués de toute façon à la table ronde. Et puis la place du kinésithérapeute dans le parcours de soins de la personne âgée. Bah, bien évidemment, en appui aux décisions médicales, par l'intermédiaire de nos bilans, on est quand même, à mon avis, on a une importance et il faut qu'on le souligne. On a tout un panel de bilans. On a nos bilans organiques, les bilans sensoriels. Enfin, voilà, vous savez aussi bien que moi. Ce qui est important, c'est quand on est dans ce genre de dispositif. Alors, je vous dis pas que ça a été fait ou que ça fonctionne bien, mais l'important, c'est que ce soit des tests validés, bien entendu, mais surtout retenus par l'ensemble des professionnels, parce que souvent c'est des cabinets non pas concurrents mais différents, et il faut qu'il y ait un consensus pour que ce soit valable, que ce soit lisible, et puis qu'on aille tous dans le même sens. Il faut que ce soit des tests réalisables au domicile ou au cabinet, et puis qu'il y ait un lien avec nous, notamment avec les ateliers équilibrage. Voilà. Ça coule de source. Odilana, on va. Voilà. Donc effectivement, notre place, c'est par nos connaissances, nos techniques et nos compétences. On est vraiment en première ligne cette fois-ci. On est une source importante quand on organise une RCP, une réunion de concertation pluripro, et qu'on se met autour de la table. On a vraiment notre mot à dire sur la situation et sur la maladie de la personne ou de son parcours. On peut valider ou non, alors voilà, je l'ai mis comme ça parce que on peut valider ou non l'intégration dans l'atelier équilibrage. En fait, on s'aperçoit que parfois, on avait les infirmières qui disaient « Ah si, faut qu'elle soit inscrite à l'atelier ». Et nous, on a un recul différent. On disait « Non, c'est un peu trop tôt, la personne elle est algique en ce moment, ou elle a une plaie, ça va la gêner dans ses mouvements. Certes, elle en a besoin, mais voilà, on va patienter. » Voilà. Des fois, on a un petit timing qui est différent par rapport à d'autres professionnels. Donc là aussi, on a notre raison d'être. Et puis, on peut intervenir dans des programmes de sport santé ou d'ateliers APA. Voilà. Je vous ai mis 2 petites références, notamment le petit lien, vous verrez. C'est un blog ou un site internet qui est tenu par un kiné qui travaille sur Besançon, je ne sais pas si vous connaissez, Alexandre Kubicki, qui travaille beaucoup sur la gériatrie et qui est très intéressant. Alors, on a mis en place d'autres actions. Odilana, tu reprends la main ? Ouais. Donc, dans le cadre de l'expérimentation article 70, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a cherché des réponses et entre autres, on manquait de ressources gériatriques sur le territoire qui soient faciles d'accès. Donc, on est en partenariat avec le Centre Bienveillir sur Rennes et ils viennent faire des bilans de prévention décentralisés, un médecin gériatre plus psychologue, plutôt sur des situations en début de fragilité ou d'anticipation au maximum ou en accompagnement d'aidants pour pouvoir peut-être soit que la personne rentre après dans un parcours gériatrique ou juste pour définir des actions de prévention. On a mis les ateliers équilibrage. On a élaboré des protocoles comme c'est fait dans d'autres maisons de santé, si vous êtes en lien avec des maisons de santé ou des pôles ou des choses comme ça, avec un suivi du patient chuteur, des nutris, etc. On a surtout développé des coopérations avec les acteurs du repérage à domicile parce que qui en sait le plus dans ce domaine-là, c'est quand même souvent les auxiliaires de vie de la DMR, avec lesquels on n'a pas forcément de lien, mais qui ont des éléments qui sont essentiels. Donc, la fiche de repérage que vous avez vue tout à l'heure, qui était non remplie par les auxiliaires de vie, on en a fait une plus simple, plus synthétique aussi, qu'elles utilisent plus facilement. En tout cas, elles sont plus au clair avec les remontées d'informations qu'elles doivent faire. Et on a déployé la messagerie sécurisée à l'ensemble des acteurs du parcours. C'est quelque chose qu'on a posé d'emblée, c'est-à-dire il n'est pas question
d'échanger des données de santé sur des messageries ordinaires. Donc tous les professionnels qui sont de près ou de loin reliés à l'article 70 ont une adresse de messagerie sécurisée et communiquent les données de santé patients par la messagerie sécurisée. Alors les ateliers permanents. Donc on n'a pas eu en fait d'atelier, comment vous appelez ça là, événementiel sur Saint-Mand. Il y en a eu, mais bien avant, quoi. Là, ce dont on va parler, c'est l'atelier permanent. Donc, vous le savez tous, hebdomadaire à l'année. On a la chance d'avoir une salle municipale qui nous est prêtée par la municipalité de Saint-Mand, qui est animée par Delphine Lucas, ici présente. Ma sœur kinésité formée à Kiné Ouest. Donc l'organisation est la même que dans les autres, un bilan individuel de 30 minutes sur des séances d'1 heure, en sachant que l'inclusion et la sortie sont de toute façon décidées par Delphine, même si nous, on propose, je ne sais pas, globalement, il y en a beaucoup que tu ne prends pas. En général, ils sont trop bons, ceux que tu ne prends pas. Moi, j'étais un peu en porte-à-faux ce matin, là, quand j'entendais parler des ateliers équilibrage, parce que je suis assez souvent amenée à dire, et entre autres à mes collègues infirmières, l'atelier équilibrage, ce n'est pas pour reprendre la vie sociale. Il faut qu'il y ait des raisons par rapport à des risques de chute ou par rapport à des problèmes d'équilibre. Parce qu'eux, ils voient ça comme, bah, ça va la sortir, elle va aller faire 1 heure et puis elle va se faire des copines. Et je pense qu'il y aurait un sujet de discussion là à avoir. Effectivement, ça renforce la vie sociale, mais ce n'est pas l'objectif. Enfin, il me semble. En tout cas, je pense qu'on peut en rediscuter. Et avec mes collègues, des fois, je suis obligée de recadrer à ce niveau-là. On a démarré en septembre 2016, 38 participants. Alors, quand je dis 38 participants par rapport à 53 propositions faites, et ça a déjà été dit ce matin, ça veut dire 53 personnes qui m'ont été proposées ou que des professionnels m'ont dit ça serait bien qu'elles viennent à l'atelier, que j'ai rencontré, que je suis allée voir à domicile, je leur ai expliqué ce que c'était. Ça n'a pas marché. Ils ne sont pas venus, ils n'avaient pas envie. 71 ateliers, une moyenne de 4,5 participants par atelier, en sachant que là, on est vraiment sur des personnes quand même, tu me diras, mais qui sont quand même un peu moins autonomes, qui ont besoin de soutien par rapport au déplacement, qui peuvent avoir des légers troubles cognitifs, donc qui peuvent être hospitalisés en cours de route, ou qui peuvent être absents, qui peuvent avoir un problème de santé, être absents 1 ou 2 fois. Donc, il y a une gestion de l'absence qui est assez... je ne sais pas si vous rencontrez ça dans vos ateliers permanents, mais ça demande à rappeler, sitôt qu'il y a des vacances pendant 15 jours, il faut rappeler tout le monde pour leur dire « Eh oh, ça reprend jeudi ». L'adressage, alors ce sont des patients chuteurs ou à risque de chute. Nous, on demande systématiquement la validation par le médecin traitant. Et on prend l'avis du masseur kinésithérapeute s'il est connu d'un kiné, s'il y a une prise en charge ou s'il était connu avant, etc. En général, il y a une petite concertation à 3-4 là pour se mettre d'accord. Je rencontre individuellement toutes les personnes qui sont susceptibles de participer à l'atelier. C'est aussi l'occasion de repérer d'autres facteurs de risque et de travailler sur d'autres dimensions. Et effectivement, pourquoi 38 sur 53 ? C'est une question qui a déjà été posée ce matin. On n'est pas les seuls à la rencontrer. Moi, ce que je vois en tout cas, c'est que beaucoup me disent à quoi bon ? J'ai 88, 89, ben oui, ben je risque de chuter, ben alors. Certains préfèrent des séances individuelles ou un rapport au groupe qui peut en tout cas générer des appréhensions dans un premier temps. Ils ont peur d'être fatigués et ils ne voient pas bien comment ils vont gérer le déplacement. On a la chance sur le pôle de santé de Saint-Mand d'avoir un système de transport à la demande qui est géré par la communauté de communes. Par contre, on est à cheval sur 3 départements. On est en limitrophe Morbihan et Côte-d'Armor. Et ben, les systèmes de transport ne passent pas les frontières départementales. Donc, nos résidents du 22 ou du 56 ne peuvent pas venir à l'atelier. C'est dommage. Et pour certains, ils n'ont pas 80 ans, donc ils ne peuvent pas bénéficier du dispositif Sortir Plus. Donc ça, il faudra encore travailler là-dessus. Et certains sont réticents, parce que le dispositif transport à la demande, il faut donner 5 € pour l'aller-retour.
Et malgré tout, ça pose quand même des problèmes à certaines personnes âgées. Alors c'est vrai qu'on est dans une coopération assez étroite avec Delphine, je peux le dire comme ça, et la mise en œuvre, enfin, c'est du boulot. Alors, il y a un poste de gestionnaire de parcours sur Saint-Main. Je ne sais pas comment vous faites quand vous n'avez pas d'intermédiaire au sein de vos ateliers qui gère les inscriptions, les non-inscriptions, ceux qui viennent pas. C'est Solène. Mais Solène, moi je vais te refiler du boulot, hein, parce que ça va pas du tout. Après, la proximité fait que ça fonctionne aussi. Donc, voilà. Les bilans pour les participants, j'imagine qu'on va arriver au même bilan que pour d'autres. Alors, ils prennent goût à la dynamique du groupe, ça c'est clair. Hein, ils n'aiment pas en sortir. Alors, Delphine a trouvé une solution pour les sortir. Elle les sort par deux. D'abord parce que comme ça, ils se sentent moins exclus. Ils sont deux à sortir du groupe quand c'est possible. Et on a la chance d'avoir une activité sport-santé qui est assez bien, qui fonctionne bien sur Saint-Main et qui propose des choses qui peuvent faire du relais vraiment. Une activité marche, mais sur 1 heure, tranquille, pas loin, avec des pauses. Mais des fois, il y en a qui ne veulent pas s'en aller quand même. Hein. Bon, il faut dire aussi que des fois... Non, je dis rien. J'allais dire, en plus, si c'était ton anniversaire, tu leur ramènes un petit truc, tout ça, alors évidemment, ça n'aide pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a une amélioration de la marche, il y a une amélioration de la confiance en eux. Moi, je les vois, je les revois dans le village en train de marcher, en train d'aller faire leurs courses. Ils le disent, hein, qu'ils ont repris, entre autres, surtout par rapport au déplacement à l'extérieur de leur domicile. Effectivement, il y a une diminution des facteurs d'isolement. Après, on n'a pas on a des observations dans la durée, mais assez peu. Est-ce que ça... Je ne sais pas. Si ça dure vraiment, enfin, si ça reste longtemps. Et pour les scores bilan kiné, moi, j'y connais rien. Ben ça, c'est Delphine, c'est ça, qui fait les scores. Ben voilà, quoi. Donc effectivement, à Saint-Main, c'est un petit peu atypique. C'est vrai que j'ai la chance d'être complètement maternée. C'est-à-dire que, ben voilà, Sébastien, Odilana notamment, enfin surtout Odilana, elle me mâche, me pré-mâche tout ce qu'il y a. Et voilà, elle me dit, tu as telle salle, tel jour, tu as tant de personnes. Évidemment, il y a toute une messagerie sécurisée pour certaines choses, mais on fonctionne beaucoup par SMS. Et voilà, donc elle me prévient un quart d'heure avant pour me dire que finalement j'en aurai que 3 au lieu de 5. Et que voilà, et comme géographiquement c'est pas très loin, de temps en temps je m'arrête la voir pour faire le point. Donc c'est vrai que par rapport à la relation que vous pouvez peut-être avoir vis-à-vis de Solène, c'est sûrement différent. Non pas que Solène soit pas agréable, mais bon, il y a la distance téléphonique, c'est différent. Et moi je trouve qu'à Saint-Main ils ont bien de la chance parce que c'est pas très grand comme commune, mais moi j'aimerais bien vieillir à Saint-Main dans le sens où ils se sont, enfin moi la réflexion que les personnes âgées ont, ils se sentent reconnus. Ils savent qu'ils existent pour quelqu'un et que voilà, on s'intéresse à eux et ça leur apporte beaucoup, quoi. Donc déjà pour ça, bravo à tous les deux. Donc voilà, pour ce qui est du TUG, en fait, c'est assez classique. Des résultats, pardon, d'une façon générale, on voit surtout qu'ils gagnent en temps plus qu'en parcours parce que voilà, peut-être que moi je les note pas très sévères, faut peut-être que je revoie ma notation. Moi j'ai tendance à dire vous précipitez pas, le principal c'est d'y arriver. Enfin voilà, toujours l'histoire. Moi j'insiste beaucoup sur la confiance en soi. Et voilà, peut-être aussi que les résultats sont un peu faussés parce que j'ai des personnes qui font le bilan initial. Je sais pas du coup si tu les as intégrés ou pas, pour lesquels j'ai des bilans initiaux et qui pour une raison X ou Y ont abandonné le projet pour des problèmes. Donc voilà, officiellement ceux-là sont pas dedans. Donc voilà, ceux qui sont dedans, c'est des gens qu'on a eu vraiment de A à Z. Donc en général, c'est les meilleurs de ce que j'ai eu peut-être sur les 38, quoi. Peut-être aussi pour ça que... Et autrement, quoi dire d'autre effectivement, toujours la difficulté de les sortir. Donc le coup de dire les sortir par deux, j'ai essayé de penser à ça, en fait, parce que je me suis rendu compte qu'ils avaient toujours ce sentiment de dire, mais tant que c'est toi, ça va. Donc nous, à la limite, géographiquement, c'est intéressant, parce qu'il y avait une activité physique qui était proposée au même endroit. C'était juste le créneau horaire. Moi, je dois venir le jeudi, et eux, c'est le mardi. Mais c'était la même tranche d'horaire, la même salle, c'est juste que c'était un homme au lieu de moi. Donc on s'était même arrangé à faire venir cette personne pour qu'il se présente visuellement, pour que les personnes le rencontrent, donc c'était intéressant.
Et après, moi, je refais un système de... Ils s'échangent leur numéro de téléphone voilà, pour qu'ils essaient de se voir à côté. Bon, à distance, je suis pas persuadée que les gens aient vraiment continué derrière, mais moi, je leur tends la main et très honnêtement, j'assure peut-être pas le service après-vente, je sais pas vraiment ce qu'ils viennent derrière, mais bon. Ils se voient pour boire des cafés ensemble, mais ils se voient pas pour aller marcher ensemble. Et c'est pas mal déjà. Donc voilà. Alors là, on arrive à la fin de notre présentation, qui était en fait l'origine de l'origine de la demande. C'est en fait vous présenter un peu toutes les organisations qui se mettent en place sur les différents territoires, notamment le nôtre, auquel on va être bientôt confronté, puisqu'on est dans les perspectives 2018-2019. Donc l'objectif des années qui vont arriver, ça va être de mettre en cohérence les différents dispositifs de coordination qui sont déjà mis en place. Donc on a, il y a un petit schéma là après, je crois, Odilana. Voilà. Alors non, ça va être l'autre et puis on va revenir en arrière après. Voilà. Donc ouais, c'est très court parce que c'est tellement complexe qu'on va essayer de simplifier au maximum. Donc ça, c'est notre territoire. Voilà. Donc il faut qu'on mette en cohérence les maisons de santé pluriprofessionnelles, les équipes de soins primaires. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est en fait des maisons de santé, mais non officielles. C'est des petits groupes de professionnels qui commencent à travailler ensemble en pluripro. Les plateformes territoriales d'appui, les MAIA, je ne sais pas si vous en avez sur vos secteurs. Les clics, bien entendu. Les CPTS, c'est le nouveau mot. Enfin, c'est un nouveau mot. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on en parle, mais là, ça y est, le gouvernement parle. Donc, c'est les communautés de professionnels territoriaux de santé. Et puis, le fameux PAIRPA. Alors, PAIRPA, ce n'est pas un dispositif, en fait. C'est un programme qui permet, en fait, sur un secteur donné. Donc nous, voilà, c'est ça. Donc c'est un programme qui va permettre en fait à un territoire. Donc en Bretagne, c'est le pays de Rennes, le pays de Brocéliande dans lequel on est, et le pays de Wallon-de-Vilaine qui ont été choisis par l'ARS. Et en fait, ça permet aux professionnels ou aux dispositifs existants, aux hôpitaux, enfin voilà, c'est de développer des notions de parcours de santé. C'est de renforcer des dispositifs de coordination déjà existants et aussi de les mettre en convergence. Donc voilà, c'est ce qu'on est en train de préparer actuellement. On a les mains dans le cambouis, on est en back-office et on essaye de travailler ça. Et puis, c'est d'essayer de trouver des solutions innovantes, des dispositifs d'appui, des dispositifs de lead-repi, enfin voilà. Et en fait, on fait des appels à projets, on les présente à l'ARS et eux financent ces projets-là. Voilà. Les infirmières de garde de nuit dans les EHPAD qui sont mutualisées sur plusieurs établissements, ça a été assez souvent développé dans le cadre de PAIRPA, par exemple. C'est très différent d'un territoire PAIRPA. Voilà. Faut le voir comme ça. C'est en fonction de... Et il y a des territoires PAIRPA qui sont assez anciens, qui tournent depuis 5 ou 6 ans, Bordeaux, Valenciennes, etc. La Bretagne, on y est depuis l'année dernière. C'est une expérimentation qui s'arrêtera peut-être l'année prochaine. Donc c'est... Voilà. C'est pour ça qu'on ne l'évoque pas trop, parce qu'en fait, fin 2019, normalement, c'est pas reconduit. Donc voilà, on est toujours dans l'expérimentation, c'est un peu fatigant. Voilà. Mais parallèlement à ça, donc, les professionnels libéraux du pays de Brocéliande, donc il y a Saint-Main, mais d'autres professionnels, d'autres maisons de pluripro, enfin voilà, tous ces acteurs-là en fait sont mis autour de la table et on est en train de mettre en place une plateforme territoriale d'appui qui sera portée par des libéraux quand même, et qui en fait, vous en avez peut-être aussi sur vos secteurs peut-être, hein, en fait vous avez une situation alors, qui n'est pas forcément complexe, mais pour le patient, mais vous avez le sentiment que c'est complexe parce que vous ne pouvez pas résoudre. D'ailleurs, vous voulez l'orienter vers un dispositif et vous ne savez pas à qui l'adresser.
téléphonez à cette plateforme ou vous la contactez. Elle va vous orienter, va vous donner les solutions. Si vous ne pouvez pas la gérer, c'est la plateforme territoriale d'appui qui va prendre la situation et va l'orienter. Donc ça peut être... alors c'est polyvalent, hein, c'est sur le handicap, c'est sur... Voilà. Juste, j'ai entendu non. Les plateformes territoriales d'appui, il y en a quand même plusieurs en Bretagne, donc peut-être vous n'êtes pas au courant non plus. Il y en a une dans le Trégor, il y en a une sur Brest, une très grosse autour de Brest. Il y en a sur Vannes. Voilà, ça fait partie de la loi de santé, donc ça va se développer. C'est pas une expérimentation, ça va être pérenne. Et il faut comment ? Eh oui, mais c'est pas nous qui avons débordé, hein, donc on va finir tranquillement. Voilà. Bon, bah... Donc c'était la dernière, je pense. Hein. Voilà. En gros, la PTA, c'est une plateforme qui permet de mettre en cohérence et de faire converger différents dispositifs de coordination avec, on l'espère, un numéro unique. Voilà.